Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Prince of Persia, un film sorti en 2010 de Mac Newell avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley et Alfred Molina. C'est un film qui a coûté entre 150 et 200 millions de dollars, il en a rapporté 336 dans le monde, avec des critiques moyennes, voire négatives. Il dure 1h50 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien c'est une histoire de succession, de meurtres, de conflits et de fantastique. Et non, ce n'est pas Game of Thrones, accusé à tort du meurtre du roi Shahraman, le prince d'Astan s'enfuit avec la princesse d'un autre royaume en espérant prouver son innocence. Mais les vraies motivations de l'assassin s'avèrent bien plus complexes et pourraient mener à la fin du monde s'il entrait en possession d'un objet magique aux pouvoirs exceptionnels. Ça, c'est de la promesse de film, une promesse de film d'aventure avec du fantastique, des moments sexy et tout le bazar. C'est vraiment le grand divertissement. Alors, par quoi je commence ? Jordan Mechner, qui est le créateur des jeux originaux, a produit et scénarisé le film, qui a plus les teintes en fait de Assassin's Creed acrobatique que de couleurs orientales de Prince of Persia. Assassin's Creed devait être d'ailleurs la suite de Prince of Persia. À partir du reboot, là où on commence à voir les voyages dans le temps et tout ça, et les reboots, les beaux reboots. Et souvent, ce qu'on peut constater, c'est que les jeux vidéo ont eu des adaptations en films d'action, du style Doom, Resident Evil, Final Fantasy, ou pour certaines fois, plus le corps, façon de parler, du personnage principal du jeu, comme dans Lara Croft. Et j'ai eu plaisir à voir un film qui se place au-dessus de sa référence des éternels clichés des jeux vidéo adaptés en film. On retrace suffisamment le film et le contexte du jeu, et c'est peut-être pour moi la meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma. Jusqu'à présent, de ce que j'ai lu, puisque je n'y ai pas joué, c'est basé sur le jeu de 2003, Prince of Persia, Sands of Time. Mais il y a aussi des éléments à ce que j'ai lu de The Warrior Within et d'un autre volet, The Two Thrones. Mais il n'en dévoilait pas plus parce qu'il devait y avoir des suites. Alors, confirmez-moi ça si justement ceux qui ont joué à ces volets de jeu, vous avez repéré des choses qui sont dans ce film-là. On aurait eu des éléments plus développé dans d'éventuelles suites. Alors inutile de vous parler d'histoire, le scénario n'a plus vraiment à voir avec celui des jeux vidéo. Ça fait vraiment style Pirates des Caraïbes. Ce n'est pas aussi original que ça laisse de croire, mais il y a des inspirations de films de répertoire, réminiscence du voleur de Bagdad, un vieux film de Raoul Walsh, et c'est classiquement une quête du héros, une quête initiatique. L'intrigue n'a en soi rien de bien transcendant, mais donne tout de même suffisamment la place à des complots de cours, de trahison et une romance qui est un petit peu difficile. Il y a aussi une référence à l'Irak avec des armes de destruction massive, les fameuses forges dans le film qu'on utilise comme un prétexte pour attaquer une ville. Après, il y a une autre partie sur la succession. Il joue quand même sur plusieurs plans. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film quand on y pense. Alors on n'est pas dans la représentation historique, c'est avant tout complètement fantaisiste. C'est un véritable élan, comme je dis souvent, aventureux et romanesque. C'est vraiment une histoire complètement romanesque. Et j'adore ces histoires aux phrasés poétiques, en des temps anciens, et des trucs, mais au début du film, c'est complètement magique. Écoutez ça, l'Empire perse, féroce dans la bataille et sage dans la victoire. Bah oui, normal, il n'y a plus personne à tuer, mais voilà, mais je trouve ça tellement épique, ces espèces de machins, et puis tu te laisses emporter, voilà. Moi, ça me parle beaucoup, ce genre d'histoire, c'est souvent ce genre de film que je regarde avec grand plaisir. Alors, il y a des critiques qui sortent tout de suite des arguments faciles pour déglinguer le film. Je vais vous citer une petite phrase que j'ai trouvée. Mais ce serait bien s'avancer que de reconnaître à Prince of Persia une quelconque vision du monde, ou de prétendre y trouver un autre message que le familialisme gluant propre à toutes les productions Disney. Là, juste en ayant récupéré une bonne vingtaine de pages sur internet, j'ai déjà trouvé des pistes et justement des liens avec le jeu vidéo qu'on peut faire qui sont sûrement très intéressants, ou même des liens, comme je disais, le voleur de Bagdad. On a suffisamment peu de films hollywoodiens sur la culture et l'architecture arabe
que ces genres de films, comme Prince of Persia, deviennent tout d'un coup très intéressants. Et le film se destine clairement à un large public. Nous n'avons pas besoin de connaître l'univers aussi pour voir le film, ça c'est formidable. C'est plutôt une bonne chose, je pense. Honnêtement, si le film avait mieux marché, on aurait eu une suite méga épique, encore plus que celle-ci, parce que celle-ci elle est déjà pas mal, mais ça reste un super bon film d'aventure. C'est un film complètement dans la tradition des films Disney, de faire passer un bon moment. Mais je pense qu'on peut quand même gratter un petit peu et trouver des choses intéressantes. Il y a les mêmes tares techniques, les mêmes tares de narration que la plupart des autres films de notre époque, c'est-à-dire un rythme complètement dingue qui ne s'arrête pas et après on tire des grosses ficelles, parfois comiques, pour aller encore plus vite. Par exemple, il y a le Seigneur qui se pointe, ça c'est vraiment le début du film. Et le Seigneur, il voit le petit Dastan, encore un petit gamin parce qu'il a fait une bêtise, enfin pas vraiment, mais bon. Le Seigneur, il dit « Petit, quel est ton nom ?» Et il y a l'enfant qui dit « Dastan, Seigneur ». Et le Seigneur qui dit « As-tu des parents ?» Et le gamin, il baisse la tête et on comprend qu'il n'a pas de parents. Et hop, il est après dans la famille du Seigneur et tout ça en 20 secondes. Non, ça c'est vraiment ridicule, quoi. Et là, ça se confirme, encore une fois, le scénario est de Mechner, mais le script a été fait par 3 autres personnes qui n'avaient pas des masses d'expérience et on le ressent complètement. Le film se précipite énormément dans les situations. L'enchaînement des scènes est des fois complètement chaotique. Il y a un truc qui me gêne pas mal. Ils partent à la mout-mout là. À la mout. Je crois, c'est à la mout, mais moi j'appelle ça à la mout-mout parce que ça fait con. Mais bon, c'est des noms de là-bas, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Et voilà, pendant 50 minutes. Et à la fin, ils y reviennent comme si tout ce qu'ils avaient accompli avant n'a servi absolument à rien. Mais je pense c'est aussi cette idée de retour du héros, qui a quelque chose qu'il n'avait pas quand il est parti, des trucs comme ça, mais ça fait vachement bizarre. Parce que tout s'enchaîne très rapidement et après on a l'impression d'avoir eu, je sais pas, un ventre mou pendant le milieu du film. Je ne vous parle pas, bien entendu, de ce qui se passe pendant, ce bloc au milieu du film, mais en même temps, il y a tellement de scènes qu'au bout de 50 minutes du film, t'as l'impression d'avoir été pendant 1h30 devant Prince of Persia. Et ça, c'est la qualité principale d'enchaîner beaucoup de scènes. On a l'impression que le film a été une épopée de 3 heures, alors que c'est un film qui fait juste 1h50. Et ça, pour moi, c'est une grande force. C'est-à-dire qu'on voyage réellement. C'est très très dépaysant d'ailleurs au passage. Et il y a aussi de véritables moments épiques. Mais ça va trop vite. Et on ne place pas le suspense. Bien sûr à la fin, ça s'accélère méchamment. Et on peut avoir un petit peu d'adrénaline, et ça c'est pas mal. Mais ça va beaucoup trop vite. Et puis la fin c'est aussi un petit peu Deus Ex Machina. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec le couteau magique. Hop, Deus Ex Machina et je pense que c'était un petit peu comme ça aussi dans le jeu. C'est un petit peu comme la lampe perdue d'Aladin. C'est l'objet magique qui résout tous les problèmes. Et la fin du film, elle est vachement étrange, je trouve. Enfin, c'est bien, comme ça le film sort de conventions scénaristiques. C'est un film qui ose faire des choses. Et ça c'est très très bien. Mais il aurait fallu encore aller plus loin. Parce que le climax du film n'est pas la dernière confrontation du film. C'est ça qui est très très troublant en fait. On a une espèce de scène méga épique, je vous dis vraiment pas le contexte ni quoi que ce soit. On a une scène méga épique, et en fait c'est pas la scène finale de confrontation. Et ça c'est très très curieux. Et pour le coup, ça, ce n'est pas... ça ne respecte pas des conventions classiques. Même si ça dérange beaucoup le spectateur qui, pendant tout le film, a été devant vraiment un produit assez standardisé. Alors, produit standardisé, j'ai envie de dire aussi acteurs standardisés. On prend des gens bankable et on leur fait jouer un peu de blockbuster. Parce que ce film, il est vachement généreux en dialogue, avec des moments complètement fous, nos acteurs dans des situations folles, avec des moments sexy, aussi bien pour les femmes que pour les hommes à mon avis. Parce que pour les femmes, il y a Jake Gyllenhaal et le mec, il est pas mal du tout. Mais franchement, il est vachement bien mis en valeur, ses biceps aussi. L'acteur joue très très bien, il peut jouer à n'importe quelle échelle de film, ce qui montre que c'est vraiment un mec très talentueux. Il peut jouer dans des films d'auteur, s'investir dans des rôles, on l'a vu très récemment dans Nightcrawler. Il a joué un rôle très intéressant et là il joue aussi dans un blockbuster. Ça veut dire que le mec c'est un très bon acteur. Il sait complètement s'adapter au film. Il est complètement hors de sa zone de confort là.
parce que c'est je crois quand même, son premier gros film action-aventure blockbuster, alors qu'avant on le connaissait plus pour jouer un homosexuel dans Brokeback Mountain. Donc là, c'est quand même un rôle très intéressant pour lui. Et il a un look fantastique, en plus évolution du personnage, c'est un héros qui fait du parcours aussi, donc il y a eu une préparation musculaire, et il y a des mouvements sur les murs qui sont un petit peu gratuits, qui sont un peu ridicules, alors que le mec il aurait pu tracer dans le couloir, non il fait un petit mouvement dans le mur, regardez, je sais faire du parcours, c'est un peu ridicule, mais je pense que si en termes de filmer le parcours, Newell ne le fait pas du tout bien. C'est pas son univers et on le voit très clairement. Il te surdécoupe tout ça, et du coup la performance physique, qu'elle soit d'un cascadeur ou même de notre héros, de l'acteur principal, c'est pas du tout mis en valeur. Mais moi j'étais séduit, j'étais encore plus séduit par la ravissante Gemma Arterton. Oh là 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 là. Je crois qu'elle s'est amusée comme une folle dans le film parce qu'elle joue un peu une sorte de garce, mais une garce tellement sexy. Elle a aussi des tonnes de tenues dans le film. Oh là 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 là. Mais déjà elle a plus de lignes de dialogue que dans le Choc des Titans qui était sorti en 2010, c'est-à-dire un mois avant, je crois, aussi, il me semble, hein. Elle donne à son personnage le caractère de jeune fille contemporaine, elle s'affiche, et à la fois elle est courageuse, un peu secrète, déterminée, débrouillarde et tempétueuse. Et je pense que Disney aime décidément bien le contraste et la confrontation des mœurs modernes et des temps anciens. Et ça reste bien entendu une demoiselle en détresse. Mais le film revêt aussi une dimension de buddy movie avec ce duo. Elle arrête pas de se saouler et il y a Gyllenhaal, il y a le prince d'Astan qui dit « Dieu, donnez-moi la force de pas la tuer !» Ça m'a fait beaucoup rire. Il y a quelques similitudes aussi avec The Mummy, donc la momie, une alchimie semblable à celle de Brendan Fraser et de Rachel Weisz. Une tension aussi sexuelle. Oh mais formidable tension sexuelle, mesdames et messieurs. Non mais vraiment, il est très très sexy comme film aussi, hein. Sinon, on a aussi Ben Kingsley qui joue une sorte de Jafar, et je trouve qu'il marche très bien. Après, on souhaiterait toujours plus de scènes avec tel ou tel personnage, mais bon, je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre en termes de placement de personnages. Après, on a aussi une sorte de sidekick comique qui ne sert à rien, avec Alfred Molina qui joue le cheikh Ammar, débrouillard qui fait des courses d'autruche et qui fuit de dangereux démons. Ça c'est énorme. Et à un moment il dit « Oui, je fuis les démons qui sont les plus dangereux de toute la Perse. Les impôts !» Et moi je me suis vachement marré là parce que ça sort comme ça. Et là encore une fois, comme je vous disais, il y a un lien, il y a en même temps une confrontation entre les mœurs modernes et les temps anciens. Et on joue complètement avec ça et ça dynamise assez les interactions personnages. On a aussi les assassins. Alors j'ai lu que c'était les assassins parce qu'il y avait un H devant le assassin. Bon, mais ce sont donc des assassins spécialisés qui sont filmés un peu comme les Nazgûl. Mais voilà, ils ont des super objets, ils ont des super armes, mais ils se font péter un peu facilement, à part le chef. Ah, je trouve ça dommage, parce qu'on nous montre que c'est des mecs vachement balèzes et tout ça, et en fait, ils se font un peu péter la gueule facilement par Dastan. C'est un peu dommage, je trouve qu'on te fait monter la spécialisation et la capacité de ces assassins, et on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est un petit peu semblable dans un film de Tsui-Hark qui s'appelle Les 7 épées, The Seven Swords, où tu as aussi les mecs qui ont des épées pas possibles et les ennemis ils ont des armes complètement dingues et la tension et l'action d'interaction, de confrontation entre ces personnages est complètement retombée. Je trouve que ça a été un petit peu la même sensation ici. On peut reprocher que ce ne soit pas des gens du pays qui portent le film, et totalement, et que la langue d'origine du pays ne soit pas celle du film. Mais les gars, c'est Hollywood, hein, c'est dans leur code, et c'est surtout dans les codes des productions de Jerry Bruckheimer, qui est quand même le mec qui a fait des gros blockbusters. C'est pour ça qu'il y a quand même des liens de situations, d'interactions qui sont très semblables, et ça ne sert à rien de reprocher ça. C'est comme reprocher à une moissonneuse-batteuse de moissonner. Ça, enfin, c'est ridicule. Hollywood fait ça. Voilà, si vous souhaitez voir autre chose, vous regardez un autre film. Et puis, franchement, honnêtement, depuis le temps qu'ils le font, le casting non arabe,
franchement, on est habitué. Alors, faisons pas les surpris à chaque fois. Je veux dire, je crois qu'on a été quand même plus tolérant quand Cécile B2000, il faisait les 10 commandements. Il faisait les 10 commandements où t'avais tout un casting de blancs. Et en plus, celui qui joue Ramsès, il a des origines russes. Hein. Alors, franchement, si on reproche pas ce genre de film, ce genre de tard, j'ai rarement vu dans les critiques concernant les 10 commandements de 56 ce genre de problème, que là, tout d'un coup, on fait les grands surpris. Oh là 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 là. Mais ça, c'est ridicule. Hein. Ça, c'est vraiment les mecs qui savent pas quoi dire. Hein. On est tellement habitué à ça, et quand on va voir un film comme ça, on le sait pertinemment que c'est comme ça. Voilà, que Hollywood fonctionne comme ceci. C'est exactement comme pour Exodus. Hein. Après, il faut juste que la personne ait un look suffisamment vraisemblable pour l'environnement dans lequel il est. Quand je vous disais que le réalisateur ne savait pas filmer le parcours, c'est aussi un réalisateur qui n'avait pas joué au jeu, mais c'était son assistant. A confirmé ce détail, mais voilà, comment voulez-vous faire un truc correct si le réal, celui qui va donner l'identité visuelle au film, n'a pas joué au jeu. Alors on reprend différentes choses du jeu, un peu maladroites, la façon de montrer les objectifs comme dans Prince of Persia, et aussi une façon, une espèce de mouvement circulaire pour découvrir le terrain comme Assassin's Creed. Le mec, il essayait de broder un truc, et vont même suivre d'autres jeux, parce qu'au début du film, il y a les mecs de Dastan qui vont infiltrer Alamut, dit Alamut-Mout, et ils tiennent leurs arbalètes comme des fusils d'assaut dans Call of Duty. Mais attendez, non, c'est pas Call of Duty, c'est Call of Dastan. Mais oui, Call of Dastan. Voilà, non mais c'est ça. Et ce qui est formidable avec ce film, c'est sa capacité aussi à nous faire croire à ce qu'on voit. Parce que le début, c'est vraiment cette idée d'immersion, de nous raconter une histoire avec une voix off, du texte et une carte. Mais aussi à travers une production design qui est magnifique, qui est super impressionnante. Tout est déployé ici pour nous faire croire vraiment à l'univers. Et c'est dingue parce que Hollywood ne fait rarement ça par rapport à ces pays-là. Souvent, c'est des conflits contemporains, genre style Irak. On va filmer au Maroc, hein, au Maghreb, et puis voilà. Et ça s'arrête là. Mais là, ils ont essayé de créer quand même un environnement antique, avec des costumes magnifiques, les décors sont super travaillés. Moi, je les juge travaillés. Peut-être que vous, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce cas-là, envoyez vos arguments, moi ça m'intéresserait. Après c'est du cliché, mais c'est là pour faire, c'est du carte postale, c'est pour faire rêver. Ne pensez pas que ça va être autre chose, hein. C'est Hollywood, n'oubliez pas ce mot-là. C'est pas juste Hollywood, c'est un mot qui comme ça qui flotte. Il y a plein de choses qui se rattachent à Hollywood dans la façon dont on fait le film. Ici la production design elle est standardisée pour nous faire rêver, mais étant donné qu'il représente si peu ce genre d'environnement, c'est un plaisir visuel de voir tout ça. Franchement, c'est si absent dans le désert cinématographique américain que, putain, je kiffe cette volonté. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film, il a coûté si cher. C'est que les mecs, ils n'avaient pas vraiment de point de référence contemporain. Ils devaient tout faire. C'est pas comme s'ils stockaient dans un grand hangar des productions précédentes. Ils devaient tout créer. Et ça a dû coûter une blinde d'argent. C'est pour ça que le film, il coûte si cher. Et je pense que franchement, on peut lui laisser ça. Visuellement, ça en jette. On sent qu'il y a du travail, mais une volonté de montrer l'univers, de montrer le décor, avec beaucoup de plans d'ensemble. Alors ça, c'est assez amusant. Ils font plein de plans d'ensemble sur les lieux avant de se focaliser sur les personnages en interaction. Et ça, c'est une façon de faire qui est ultra classique. Mais typiquement, on commence avec une scène plan général, et après, hop, plan moyen. Et voilà. Parce que le plan général nous montre la production design, la production value, comme on dit. Alors c'est un tournage qui s'est déroulé au Maroc, comme je vous le disais, et puis après dans les studios de Pinewood, donc en Angleterre. Il y a eu aussi une post-conversion en 3D, beaucoup d'effets spéciaux par ordinateur, et ça se sent aussi. Beaucoup de ralentis, généralement assez bien placés, mais il y en a énormément. Après, j'ai envie de dire, il y a un problème aussi, c'est que c'est assez désespérant dans son manque d'ambition par rapport à la manipulation du temps. Ils auraient pu faire un truc tellement ouf, mais tellement fou. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de voyage dans le temps, ça aurait pu être psychédélique. Franchement, le film rate complètement le coche. On en a, mais pas suffisamment. Parce que rien que la scène, la nuit où il y a la dague et la femme elle veut le tuer, le Dastan, mais c'est formidable. Les effets sont superbes. Et là c'est la frustration qui parle, parce que c'est quasiment presque la seule scène où on s'amuse avec le temps.
Je pense que en fait ils avaient une idée de faire un truc tellement épique avec le poignard dans les suites. Parce que là, c'est à peine esquissé. Et ça, c'est aussi une grande frustration par rapport à ce film-là, c'est qu'ils exploitent pas assez le pouvoir de la dague. Parce qu'en fait, il y a très peu de sable dans la dague, donc ils peuvent pas revenir dans le temps indéfiniment. Et ça, c'est la frustration. Ah, ça, c'est la grande frustration. Après, il y a bien sûr d'autres frustrations du style, et ça, je vous le donne en mille, des scènes de combat très découpées. À la limite de l'illisible pour ma part. Mais je me pose des fois la question. Et je me dis que quand on a un rythme très soutenu, eh bien c'est difficile de descendre du montage serré qu'on a instauré en fait. Et il tente de créer le lien, la lisibilité, par les bruits sonores, qui sont souvent bien sûr tous retravaillés en post-production. Et les impacts, et on croit en fait suivre la scène d'action, mais en fait c'est tout le son qui fait le boulot de lien entre les plans. Les plans ne font plus lien entre eux, ce sont les sons qui font les liens. Et ça, c'est assez amusant de voir qu'en fait maintenant que le montage des scènes d'action devient plus un montage sonore qu'un montage visuel. Mais la question de redescendre le rythme du montage, c'est une question centrale. Mais on peut pas descendre le rythme d'un montage au beau milieu de la scène d'action. C'est juste pas possible. Donc le montage reste serré jusqu'à la fin. Et puis, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on en a des scènes comme ça. 10 ans. Je pense qu'à un moment, on devrait s'y faire quand même. Si vous me dites qu'au bout de 10 ans, qu'on a des films d'action qui sont filmés de cette façon et montés de cette façon, vous n'êtes toujours pas vacciné, alors là, je peux rien pour vous. Un petit mot peut-être dans la musique. Harry Gregson Williams ne rate jamais le coche, ça c'est sûr, c'est épique. Une musique aussi cliché arabe, avec des voix, des instruments, tout ça, et c'est très étendu bien sûr. Ça me rappelle un peu l'ambiance du Masque de Zorro, aussi bien dans la musique que le film en lui-même. Ces défauts sont plus des défauts de ce genre de production, des défauts standards, des choses qu'on voit souvent dans d'autres blockbusters, mais le film en lui-même n'a pas vraiment de défauts pour lui. C'est oubliable, mais dans l'instant, on est méga diverti. C'est une énorme production quand même ce film. Mais pas assez on dirait parce que la production a dû faire face à la méga production Transformers 2 qui repoussa son film de 2009 à 2010 à ce que j'ai lu. Donc c'est dans des recherches sur le film que j'ai lu pour la première fois le terme aussi tentpole, donc le pic de tente. C'était ce que le Fossoyeur évoquait dans son numéro sur les blockbusters. Alors j'aime pas trop ces déclinaisons de type de film, ça n'en finit pas. Et tentpole, je l'avais plus entendu pour des termes de télé. Mais là, ça s'est retrouvé chez les Anglais uniquement, en parlant justement de Transformers 2 et de Prince of Persia. Mais autrement, je l'avais jamais entendu. Je trouve qu'en fait, cette déclinaison de termes pour désigner la spécificité d'une catégorie de films, à un moment, j'en peux plus, quoi. Il y en a tellement. Et certains termes ne sont pas légitimes. Et ça pose beaucoup de problèmes. Enfin bref, ça c'est une petite aparté. J'ai beaucoup aimé le film. Les inconvénients sont suffisamment supportables pour permettre au film d'offrir un excellent moment de divertissement. Alors le final se presse, c'est un petit peu dommage, mais l'intérêt du film est à mon sens précisément ce qu'il a retiré du jeu vidéo. De l'action en crescendo, par exemple, aussi une princesse tellement sexy à sauver. Non mais vraiment, moi, la Hunterton là-dedans, elle est à croquer, hein. Franchement, oh là 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 là. Après, ce serait trop réducteur de le considérer comme raté, parce que la vision des créateurs se limite à des visuels qui sont bons mais qui ne font pas tout le film. Là où d'autres films comme Speed Racer ou Le Choc des Titans essayent d'adopter une structure de jeu vidéo et même à traduire visuellement du gameplay. Ah si, Le Choc des Titans, je déconne pas. Hein. Même si tout le monde dit « Ah, c'est moche. » Essayez de vous sortir les doigts un peu du cul et de faire des recherches sur le film au lieu de pleurnicher parce que vous n'avez pas eu de votre dose de je sais trop quoi. Bon, moi j'ai pris aussi comme un blockbuster classique et j'ai bien aimé. Sa suite aussi, j'ai bien aimé. Après, c'est pas des films que je vais revoir forcément tout de suite, hein, mais moi j'avais bien aimé les deux. En tout cas, c'est sûr que c'était plus agréable à regarder que la version des années 80. Oh putain! Avec la chouette en métal, là. Non, mais bon, la petite aparté sur le Choc des Titans, mais... Oui, non, franchement, ce film, ça va. C'est vraiment un blockbuster bien sympathique et qui propose plein de choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc c'est pour ça que je lui mets un 14/20. C'est un blockbuster intéressant, je trouve.
Prince of Persia est malheureusement peut-être victime d'un scénario un peu trop conventionnel, mais ils ont essayé de faire aussi quelque chose. On sent qu'il est hybride, ce scénario. Et en fait, non. C'est un scénario qui est vachement intéressant, mais ils ont bridé les possibilités qu'offrait l'univers. Peut-être parce qu'ils en avaient peur, mais il n'en demeure pas moins un bon divertissement pour toutes les bonnes âmes qui voudront bien s'y abandonner. J'espère que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir vu ce film et peut-être à l'avoir descendu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez beaucoup aimé, si vous avez trouvé que c'était un scandale et quoi que ce soit. N'hésitez pas à argumenter, moi ça me fait très plaisir de discuter avec vous. Quant à moi, eh bien, si tout se passe bien, franchement si tout se passe bien, parce qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances. C'est-à-dire que cette vidéo, elle a été programmée sur ma chaîne. C'est pour ça que là, ne vous attendez pas forcément à ce que je vous réponde immédiatement. Mais normalement, la prochaine vidéo, ce sera l'annonce de la semaine spéciale. Et je vous dis toujours pas ce que c'est comme semaine. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à poster des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie pour tout le soutien, de vos abonnements, on est de plus en plus nombreux et c'est formidable, ça me donne toujours envie de continuer. Et pourtant, je devrais faire peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, mais je peux pas m'en empêcher parce que vous me poussez aussi. En fait, c'est votre soutien qui me pousse à être régulier, comme si j'avais une dette envers vous. Alors que c'est pas forcément le cas, mais voilà, moi j'adore ça, de me sentir suivi. Et ça me donne envie de continuer à vous créer des vidéos, à créer du contenu, à faire des recherches et toujours à vous livrer des trucs qui sont intéressants. Qui ne sont pas forcément divertissants, parce que c'est un site de diaporama les critiques, mais que ce soit des choses où j'essaye de questionner le film. Et aussi de questionner mes propres réactions de spectateurs. Et ça, c'est très stimulant. Et j'espère que je peux aussi vous embarquer dans cette dynamique. Et que vous aussi, à votre tour, vous vous poserez des questions sur ce que vous voyez. C'est un but de ma chaîne, c'est pas juste vous donner mon avis. Je crois que ceux qui me suivent depuis un moment, ils comprennent qu'en fait, donner son avis, ça sert à rien. Mais en fait, c'est questionner un petit peu les sensations de spectateur. Quelles qu'elles soient. Ça, c'est vachement bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!